Eh ben, on va peut-être demander au président d'ouvrir officiellement. Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hello, hello, la question est… On vous entend parfaitement, c'est nickel. Oui, on vous entend. Un peu de loin, mais on vous entend. Jacques, est-ce que vous entendez, Jacques? Voilà, je vais parler plus près du micro. Oui, là-bas. Vous m'entendez? Non. Mieux encore. Est-ce qu'on entend Jacques Bouvet? Parce que moi, j'ai la voix qui De loin, est juste de près du loin. micro. Hein? De loin. De loin. Bon, ben, vaut peut-être mieux que je vous cède la parole pour Anne-Marie, vous passiez aussi l'entrée en matière. En tout cas, merci à tous les présents. Et puis, bravo à Anne-Marie et à Jean Louchal d'avoir pu maintenir nos réunions malgré les difficultés du Covid. Parce que donc, en juin, en juillet, on a pu tenir des réunions. Merci à vous d'être là. Et merci encore pour la réunion d'aujourd'hui. Et puis surtout, merci à Martine, qui a bravé tous les métros, la Défense et le reste pour arriver et venir avec nous en présentiel. Alors, je vous décris, on est quand même, on est 7, 8, voilà, bonjour Alain. Et ben voilà, là-bas, si tu veux bien. Et donc, on va démarrer sur notre 138e réunion sur la question qui vous agite tous et qui agite Martine depuis, elle nous le dira tout à l'heure, mais un certain temps qui est environ 10 ans à peu près. Voilà. Et nous, on avait choisi d'ailleurs le thème il y a un peu plus d'un an aussi. Donc, quelle convergence ou quelle prévoyance, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme usuellement, et même plus qu'usuellement, vous avez dans l'espace cercle tout de suite accès à la fois au support du déroulé si jamais vous aviez choisi de dormir au bout, je veux dire au bout du fil, hein, et il n'y a pas de fil d'ailleurs, et aussi on va faire cette fois-ci un truc un peu différent, donc un abstract qui est un mélange à la fois de presse et de rapport. Je dois dire que les bras m'étant tombés un peu de l'actualité actuelle et de la tournure légèrement dégoulinante, si on peut dire, que prend d'une façon générale la presse et l'information sur tous nos sujets. Alors, on y va. Et si j'ai l'autorisation de mon président, donc je sais pas. Attendez, parce qu'il faut que ça marche aussi en local. Oui, ça marche en local. Donc, on est notre réunion de rentrée. Alors, vous voyez nos superbes petits pictos qui doivent s'afficher là maintenant. Et ben, on est un mix à la fois de présentiel et tant mieux, hein, maintenant de celui qu'on pratique depuis un bout de temps, qui est le distanciel. Il veut vraiment me mettre au périphérique audio et qui me l'affiche plus et j'en veux pas. Voilà. Là-dessus. Donc, merci encore une fois à Martine d'être là. Alors, j'en ai profité, Martine, pour prendre la superbe photo capture d'écran sur une intervention YouTube sur laquelle je vous enverrai le lien si vous souhaitez, et surtout si j'ai l'autorisation de Martine, qui était interviewée. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, alors d'abord, je ne sais pas où c'était pris, mais tu avais un environnement qui était quand même quelque chose. Ah, d'accord. Mais effectivement, là, à mon avis, tu t'approchais d'un tout petit peu près quand on voit la chose. Voilà. Donc, bravo et merci à Martine pour ça. On va relancer là-dessus. Et le petit picto, pardon, que vous voyez à gauche, c'est les activités de club membres. Et ce qu'on a fait cet été avec le président et avec Jean-Louis, ça a été et sur le site et je dirais un peu dans notre communication, de rationaliser les choses entre ce qui a trait au club membre. Michel, il faut que vous trouviez une chaise. Voilà. Entre, lui, il ne sera pas dans la photo, hein, donc, parce que la caméra est là. Entre club membre et les activités en rayonnement qu'on a. Donc, malgré toute la tristesse qu'on peut avoir, il y a au moins un bénéfice de la crise, essayons de positiver, comme dirait l'autre, c'est que ça a remis au cœur des débats ce qui est, je dirais, à nous tous autour de la table et à vous tous en bout de ligne, un peu notre raison d'être. Bonjour à tous. On parle de la raison d'être dans toutes les structures. Et ce qui est…
Ben ouais. Bonjour à tous. Ce qui est la vocation du cercle depuis sa création, c'est le futur de la relation au travail et de la santé-travail. On tient beaucoup avec Jacques au tiret parce que c'est plus la santé au travail, c'est vraiment, et depuis le début, l'intégration et les impacts réciproques santé-travail. Donc au moins, soyons dessus, même si sur fond de coronavirus, on voit plutôt les courbes qui descendent que les courbes qui montent. Même temps là-dessus, mais enfin bon, il suffira de les mettre dans l'autre sens pour qu'elles remontent, comme dirait. Donc notre thème aujourd'hui, si vous voulez bien, c'est le télétravail. Alors vous me donnerez des coups de pied parce qu'il faut qu'à 11h pile, au moins avant, on y soit passé. Et puis, on va refaire, si vous voulez, ensemble, avant un point d'actualité. Déjà, peut-être, on était tous un peu distants pour recaler les choses sur notre activité. Aussi chez vous, on projette, et je dis merci à Jean-Marie Jean-Marie Fessler, qui est un peu en boule là aussi, c'est qu'on va essayer de faire un point, éventuellement de pondre quelque chose sur ce qui est en train de basculer au-delà de ce qui et bien sûr le visible, la protection individuelle et autres, avec le Covid dans les politiques et les pratiques des structures, hein, qu'elles soient privées, publiques. Et puis, sur la veille, ce que je vous disais là, c'est que ce qu'il est, c'est-à-dire pas trop un peu dépressif et un peu dégoulinant, plutôt aller chercher la partie interne. Donc en gros, ça c'est. Pardon. On t'entend pas très bien parce que autour de la table, mais autour de la table et des fils. Et puis, je bouge trop. Ah oui, pardon. Oui, je crois. Bon, alors je vais essayer de me fixer. Tu as le droit de me taper si je bouge trop. Voilà, merci. J'ai le droit de rouler des yeux. Voilà, reste près de ton ordinateur et bouge un peu moins, peut-être ça nous permettra de mieux entendre. Bon, alors je serai frappé à droite. Et à gauche, c'est la porte, donc ils me sortent. Bon. Donc j'essaye de faire attention. Et dit de rayonnement réseau, c'est tout ce qu'on a, je dirais, déjà développé, un proprio motu, par exemple cet été avec les trucs en distance qu'on a tout seul un peu en juillet et qu'on fait avec nos partenaires. Avec INF, bien sûr, avec Préventica, et puis avec à la fois le CNAM. Voilà, voici avec Jean-Loup, qui est très au fond, on arrive, il s'affiche 8 fois, c'est ça Jean-Loup? Voilà, donc si vous vous souvenez plus très bien, 8 fois on vous le remémorera, qui sont les activités donc qu'on a et qui se projettent. Donc là, il est annoncé la date d'aujourd'hui pour l'interne, et puis pour 2 activités qu'on verra tout à l'heure, qui sont des activités en distanciel globalement sous peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je dirais qu'on est quand même content parce qu'en audience, je dirais par exemple cet été où il n'y avait pas grand-chose, donc les mois d'août, période creuse, on a quand même à chaque semaine entre presque 700 et 950 visiteurs uniques par semaine, ce qui est pas mal, ce qui montre que si je peux me permettre, la stratégie qu'on a prise, qui est une stratégie de contenu et d'actualité, est là et marche. Et en juin-juillet, donc était le moment où on a eu à la fois nos 2 grands événements, l'un sur le management toxique et l'autre sur les innovations, l'intégration des innovations, où là maintenant, quand les 2 prochains qu'on a, on a entre en gros 1300 et 1600 visiteurs par semaine, c'est pas mal. Ça marche aussi avec les contacts et les liens qu'on peut avoir. Donc les partenariats, alors bien sûr il y a ceux qu'on entretient avec Anne-Marie, on n'entend plus rien.
avec Préventica, les pauvres, on en parlera tout à l'heure, ils sont pas trop bien parce que là, c'est tout leur truc. C'est un gag de lignes importantes qui sont en train de bouger et qui nous a repéré, nous, cercle, comme étant un vecteur à la fois d'expertise. Je dis là, nous, on rassemble des expertises, mais expertise mais d'influence, et donc est en train de constituer, ça va se constituer en octobre, une forme de plateforme anale sur laquelle ils ont à la fois des entreprises, je bouge, ils ont à la fois des entreprises et de 7 secteurs, donc voilà, et on est là-dedans, donc je suis très content. Alors, je suis tombé sur un type, d'ailleurs, ils sont assez forts parce que il parle 4 langues et il parle un français absolument parfait. Il m'a dit qu'il avait fait ses études de prospective et de marketing en France. Donc, ça, c'est Géostrat. Nos UX Forum, je peux vous dire que là, ça marche très très fort, puisque les deux qu'on va animer à Préventica, ça se bouge du côté, parce qu'on est toujours à Lille. Alors à Lille, comme dans des vies antérieures avec Jacques, on avait, je dirais bien connu Xavier Bertrand, j'ai pris contact avec son cabinet et il est possible, on ne sait pas, qu'ils viennent nous coller un coup d'onction papale sur la table ronde sur la violence, donc on va mener là-bas. Bon, avec le Health Data Hub, les choses continuent aussi, on médite, je vous raconterai ça, d'organiser des trucs donc en janvier avec eux. Et puis celui-là, pour faire un point sur nos réunions mensuelles internes, hein, donc c'est le Picto Bleu Club membre, je dirais qu'on est assez content effectivement d'avoir organisé en distanciel nos réunions en gros depuis avril, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu de rupture du tout. Je dois dire merci à Guillemette qui doit être à distance là, de l'intervention qu'elle avait faite, qui a été vraiment très bien, très appréciée sur les conditions de préparation de sortie de confinement de Renault. Rappelez-vous, donc la 135e, c'était avec Olivier Clatz, donc avec lequel, si je peux me permettre, on continue à faire de l'intox et ça commence à marcher d'un certain côté parce que la question, je voulais, quand avant on parlait de dossier médical en santé-travail, je dirais pas qu'on se heurtait à quelque chose qui était un peu un scepticisme général, mais je veux dire que là, l'un des signes, par exemple, et donc ça monte, là, donc là, maintenant c'est rentré dans le jeu. Pour dire que c'est fait, hein. Mais c'est rentré dans le jeu et le dernier rapport qui a été l'un des plus intéressants dont on avait parlé en juillet dernier, qui est un rapport parlementaire qui a été fait sur le DMP, donc cette fois-ci en examen, en impact là-dessus, je trouve que la connexion est n'était pas naturel il y a un an, le devient, donc c'est bien. Merci encore une fois à Orange. Donc, Mariana, si vous êtes en bout de question sur pour sortir un peu de la partie recherche assez réglementaire qui était l'orientation qu'ils nous ont montrée, mais c'était vraiment très très riche. Et puis cet été, en juillet, un certain nombre d'entre vous, merci à Pierre qui est là, sont venus participer à la réunion de créativité sur le projet de réforme santé-travail. Et donc on a sorti une note que vous avez dû avoir et si vous vous retrouvez là-dedans, on la garde au chaud parce que pour l'instant, c'est pas encore, comme dirait l'autre là-dessus, ça bouge pas trop. Voilà. Bon, donc voilà. Nos grandes manifestations ouvertes, ça marchait bien aussi, puisqu'en gros, alors que je dirais l'engouement de la téléconf spontanée était un peu passé en juin, on avait plus de 350 inscrits, ce qui fait que bêtement, je dois dire que pardon, moi bêtement, j'ai pris les trucs au pied de la lettre et donc à 350, on a fermé les inscriptions et donc il y en a eu plus qui étaient globalement intéressés et on a eu à peu près 200 ou 200 et quelques personnes qui étaient présentes sur le truc sur le management toxique. Idem en juillet. Et donc en juillet, la question sur l'innovation est aussi, l'intégration des innovations est aussi très bien passée. On était très fiers d'avoir Philippe Garabiol, donc le secrétaire général du COPT, qui maintenant est tout à fait féru d'exosquelettes sur ces questions-là, de dire qu'il va nous réaccompagner normalement, encore une fois, croisons tous les doigts, cette fois-ci à Lyon et à Préventica, pour être quelque part là aussi le grand témoin là-dessus. Donc tout ça, ça marche bien.
Alors, je vous donne là ce que sont les prochains, si vous vous souvenez. Donc, le 14 octobre, c'est avec Cyril Côme, donc on va faire un point sur ce que sont les positions à l'international, et notamment de l'OIT là-dessus. Parce que je dirais que les dégâts et les conséquences emploi sont en France et en Europe grand-chose à côté de ce qui se passe, de ce qui peut se passer ailleurs. Donc, merci à lui d'être là. Le 18 novembre, donc Patricia Maladry qui est en bout de ligne, là aussi, retour, si on peut dire, d'expérience. Alors, à l'époque, pardon du clin d'œil, mais on avait dit post-Covid, on était vraiment plein d'ingénuité absolument totale, et donc, bon, donc c'est in-Covid et autres. Donc, sur le secteur, globalement, qui est le sien, et la façon, donc merci Patricia qui est en bout de ligne là-dessus. Et puis le 16 décembre, alors le 16 décembre, on va reprendre un sujet qui nous est cher et à moi particulièrement sur l'après-cancer et le travail. Alors rappelez-vous qu'on avait, c'était il y a 5 ans déjà, moi j'étais même pas dans la cible, on avait fait un truc en faisant venir une fille qui était prof au CNAM, qui s'appelle Ginette Fransquin, et qui était venue aussi donc, sur la question des maladies chroniques, et qui est aussi une co-animatrice des Amazones. Et les Amazones, ce sont donc les filles qui ont eu un cancer du sein et qui ont choisi une non-reconstruction de ce côté-là. Donc ça, c'était la première. On avait demandé d'intervenir aussi quelqu'un qui maintenant est le directeur médical de l'hôpital américain et qui avant dirigeait l'un des services de Gustave Roussy, qui est Mario Di Palma. Là-dessus, rappelez-vous, c'était aussi intéressant, et c'était notamment sur le choix je dirais, qui est à la fois éthique et opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait quand on détecte de façon précoce une possibilité de cancer ou un cancer chez des gens qui ont une trentaine d'années, et notamment les femmes qui ont une trentaine d'années? Est-ce qu'on les traite maintenant ou est-ce qu'on attend qu'elles ont 50 ans pour que ce soit complètement déclaré avec des chances de survie qui sont moyennes? Et donc, c'est toutes les questions là-dessus avec des gens qui sont effectivement en pleine ascension et professionnelle et familiale et autres. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était bien intéressant. Et donc là, c'est le docteur Alain Toledano. Il est directeur médical à Hartmann. Et en même temps, il a monté il y a quelques années un truc que souvent on aurait été bien content de connaître avant, comme dirait l'autre, et qui est l'Institut Raphaël. L'Institut Raphaël, en fait, aide à réhabiliter en post-cancer des gens qui ont cette fragilité qui globalement demeure. Je vous mets là, vous l'aurez après, on va voir comment on s'organise. Les dates de janvier, avec les dates de 2021, par exemple, le 13 janvier et autres. Et alors, il y a plein de possibilités. Il va falloir on séquence et qu'on organise tout ça. J'ai mis en tête, parce que ça serait bien de faire ça en polyphonie, même à distance, si on ne peut pas le faire autrement. Je pense que ça sera à distance, au moins pour l'un d'entre eux, c'est de faire quelque chose sur les approches internationales en santé-travail, d'après vos expériences. On avait commencé les choses avec Guillemette, notamment sur la Colombie, mais aussi sur d'autres types d'approches. Je pense que Philippe Colonna, dont on parlait tout à l'heure, donc Philippe Casanova, excusez-moi, drôle de mélange. Philippe Casanova, qui était médecin coordonnateur de Thales, qui est intervenu à France Télévisions, qui a fait, bref, plein de trucs, et qui a été au Luxembourg. Je pense que ce serait intéressant de faire un point avec lui, avec aussi Gérald Cauchy, que vous connaissez peut-être pas tous, pas encore, mais qu'on va connaître, qui est le successeur du docteur Acker, donc d'Eramet, et donc qui là est un leader international par définition. Donc voilà, ça c'est l'un des sujets. Et vous voyez les autres ici. On a Sauve Life aussi à voir. Voilà. Ça c'est ouvert à vos suggestions. Ouais. Donc appel. Ça, merci. Alors, idem si, par parenthèse, un sujet là, qui est aussi l'une de mes obsessions depuis un bout de temps. Il faut trouver les bons, c'est le fameux exposome. Vous savez, dont j'avais parlé, qui sont les programmes, notamment le programme européen qui est monté sur ce concept il y a 5 ans à peu près, aux États-Unis, et qui est en fait l'incidence de l'ensemble des exposants. Et donc là, c'est exposants risque professionnel, exposants professionnels, de l'incidence sur la santé en longitudinale. Et donc, il y a un gros programme qui vient d'être lancé au niveau européen. J'ai mis 4 mois pour vous dire, avant d'arriver à saisir qui en France s'occupait de ça, et surtout que finalement donc c'est à l'INSERM. Alors,
simplement, pardon, donc donc là j'ai fini par avoir la fille mais c'était en juin et qui m'a dit reprenez contact en septembre sur Goldberg, donc enfin voilà, donc je suis pas sûre. Donc en revanche, j'ai pris contact avec une prof à l'université de Louvain, puisqu'il y a 10 pays, et donc là, on va regarder aussi éventuellement ce que peut être l'approche belge là-dessus. Donc ça, c'est un truc important. Enfin, ils sont tous importants. Et puis pour le fun, mais pas que pour le fun, je pense que ça aurait été intéressant aussi de prendre ce que c'est que les fonctions santé-travail, donc en interface très profonde avec le public, que sont les grosses entreprises de spectacle. Et donc là, il y avait deux possibilités, et ils sont toujours là, soit Disney, soit aussi le Puy du Fou, juste pour mettre un peu de sel là-dessus. Voilà. Bon. Dans les nos participants distanciés peuvent intervenir par le chat. Ah oui, merci de le dire. S'il y a des interventions, des suggestions à ce stade-là. Oui, allons-y, absolument. Merci à vous. Le chat est bien ouvert, oui. Ouais. Pardon, je ne le regarde pas, moi, je suis sur mes trucs, excusez-moi, merci Président. Alors, dans les autres trucs qui sont dans le tube, on a les exosquelettes, toujours donc à Préventica, avec une petite conf en pointillé aussi sur la coopération pour l'innovation avec entreprises enseignement supérieur, 2 ateliers avec INF sur l'IA et l'intelligence artificielle et les alertes en matière de qualité de l'air. C'est, comment s'appelle-t-il, Pierre Béal, qui était intervenu en mars, qui est un garçon tout à fait génial là-dessus, et puis sur cobotique et facteurs humains, de la même façon. Alors, nos 2 grandes confs là, alors qui sont distancielles maintenant, puisqu'en gros, le choix des écoles, d'ailleurs, elles n'ont pas le choix. Le choix des écoles, c'est aucune manifestation ouverte, et donc tout en distanciel. Donc, il y en a une avec l'ESSEC, donc la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle, rien que ça. Et avec donc Jacques Plussard sur les crises au-delà et en dehors des normes. Alors, on a choisi exprès un titre un peu provocateur pour quelqu'un qui a été, je dirais à la fois secrétaire général de l'AFNOR, directeur général du SEN, Comité européen de normalisation et autres. C'est qu'effectivement, le type de crise, rappelez-vous qu'il a eu à gérer, que ce soit Fukushima ou ce qu'on est sur globalement à l'heure actuelle. Donc, si vous avez le temps, cliquez sur le truc. Vous aurez là, qui est là sur le lien pour vous indiquer les choses, c'est qu'on est au-delà, et notamment dans les formations, des systèmes de compliance. Et puis en octobre, cette fois-ci avec le CNAM, et donc la chaire, c'est à la demande du CNAM qu'on monte ça, et de la chaire de la gestion des services de santé et de leurs étudiants, un débriefing Covid. Et je dois dire que, parce que c'est d'un certain en impact, si on peut dire, ressources, enfin, sur les métiers et les milieux de santé. On aura avec eux plus tard en février un truc spécifiquement, là, je pense pour Pierre et pour peut-être Linda qui est peut-être en bout de ligne là maintenant. Donc ça c'est pour février, un point sur la santé-travail dans les États globalement, les établissements de santé. Ça c'est l'une des premières caractéristiques. Et donc on a 3 intervenants à côté de Pierre, toi si tu veux bien intervenir là-dessus. Donc Lionel Lameau, on fera intervenir un jour, c'est un type absolument passionnant. C'est le docteur TGV Covid. Vous savez qu'à un moment, et notamment sur l'Est, quand il y a eu trop de gens en réanimation et qu'on ne pouvait plus globalement plus traiter, il y en a une partie donc, qui est partie en avion ou en hélico vers l'Allemagne, et puis il y en a d'autres parties qui sont parties en France, cette fois-ci par TGV, et il fallait, avec des gens qui étaient dans un état de fragilité totale, pouvoir à la fois équiper tout le monde. Voilà. Et donc c'est lui qui s'est occupé de ça plus du reste. Alors Christine, qui va pas tarder à arriver, Christine Huyssimon, qui elle aussi a été volontaire, avec un contrat signé par Pierre, d'après ce que j'ai compris, a été volontaire puisque son activité Galeries Lafayette était complètement interrompue partout, worldwide, là-dedans, pour être docteur Covid, si on peut dire. Donc là, elle était je sais plus. Hein?
Voilà, Robert Debré. Et je dirais que son expérience est d'autant plus intéressante qu'elle n'a aucun lien hiérarchique. Et donc, la parole peut être beaucoup plus ouverte que d'autres qui, d'après ce que m'avait dit Dauphin, le Dauphin, je cafte, c'est Jean-Marie Fessler, ont eu quelques rétorsions ensuite pour avoir un peu parlé. Donc, voilà, ça c'est un point qu'on fera le 15 octobre là-dessus. Tiens, pourquoi il ne veut plus marcher mon truc? Bon, que personne ne sorte. Voilà. Autre chose, donc aussi, donc, qui sera le lendemain, enfin, le jeudi 19 novembre, cette fois-ci le lendemain de l'intervention de Patricia, là, qui est prévue depuis longtemps. Donc tout ça, c'était prévu en mai, hein, et donc ça a été repoussé successivement sur la violence en milieu de santé. Et donc là, pareil, en regard croisé avec à la fois urgence, responsable de sécurité et autres. Donc là, on va faire intervenir par exemple, mais cette fois-ci c'est un préventif, le directeur sécurité du CHU de Lille. Je verrai s'il ne pourrait pas venir aussi là, parce que c'est bien d'être pas que stricto parisien quoi, sur ces choses-là. Et puis je salue Aurélie si elle est en bout de ligne là, donc ce qui était prévu là, je dirais en avril, donc on repousse. Idem parce qu'à l'ESSEC c'est fermé. Donc la question sur les lanceurs d'alerte en interne aux organisations, et donc avec Aurélie et puis aussi le point de vue de la CFDT, de CFDT cadre là-dessus, et donc interviendra Franca Salis-Madinier qui s'occupe au niveau européen de tout ce qui est la directive qui vient en application globalement maintenant sur la question des lanceurs d'alerte. Bon, l'accès aux données, comme vous voyez, nos dossiers bleus sont limités, puis vous ne les avez pas en bout de ligne. En revanche, vous avez tout sur le site du CERF, donc allez-y, hein, et allez regarder tout ça. Je vous redonne là ce que sont nos chantiers en cours. Donc, on a toujours la question des impacts de la crise. Donc, ça, on voudrait bien, j'ai commencé avec certains, vous interviewer un peu sur le temps pour regarder comment, à la fois dans votre perception, mais aussi dans vos entités, les choses évoluent de ce côté-là. Voilà, je vous donne la liste là. Et puis, alors, sur la presse, j'ai juste commencé pour vous donner quelques éléments. Vous les retrouverez, et puis vous retrouverez surtout là ce que j'ai intégré dans le PowerPoint ici, mais que vous aurez là-bas, et qui est un peu une synthèse des deux. Je dois dire qu'au début, avec cette question de Covid, les bras m'en sont un peu tombés. Hein. C'est que, je veux dire, entre, je dirais, la sinistrose et la perturbation complète, entre de temps en temps un déni, et l'autre, on se demanderait, on aurait dit dans le temps si on sniffait la moquette ou pas, mais une forme d'euphorie absolument totale qui nous sort des catéchismes un peu dégoulinants, c'est difficile. Alors, je vous ai pris un signe, pardon, je ne suis pas particulièrement libertariste ou autre, mais je pense qu'il y a quelque part un signe qui est la mort à Venise, d'ailleurs, il y a quelques jours, de quelqu'un que vous vous rappelez peut-être, on avait parlé il y a un an, qui est David Graeber, et qui est l'initiateur du bullshit jobs, donc des jobs à la con, quoi, des jobs qui servent globalement à rien, qui est mort il y a peu de temps, je ne sais pas de quoi, mais vous aurez aussi un entretien qu'il avait donné, donc il y a 3 mois, là, puisque en gros c'était fin avril, là-dessus. Et ça, je dirais que merci. Et ça, je dirais que derrière le bullshit jobs, on a une marée, et donc je ne savais plus quoi faire de bullshit papers, c'est-à-dire que vraiment, on trouve absolument n'importe quoi là-dedans. Alors, rappelez-vous, on le voyait monter, hein, notre première réunion à distance, qui était globalement celle d'avril, où on voyait monter des experts de tout type, c'est arrogeant d'être expert, donc je vous avais ressorti la fiche de c'est pas parce qu'on est con et qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, donc voilà. Et donc ce genre de truc avec ce qu'on avait finalement fait, et qui était de sortir une espèce de label. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Madame Michu? Nous on dira Monsieur Michu. Comme, si je peux me permettre, je continue à dire, et on continuera à dire, le Covid et non pas la Covid, contrairement à ce qu'est la décision de l'Académie française. Et d'abord, ils ne seront pas en quota puisqu'ils sont 33 sur 40, qu'ensuite il y en a un certain nombre qui ne sont pas là, et il y en a 2 dont on se demande ce qu'ils font là-dedans, parce qu'ils parlent d'un français qui est quand même pas parfait, je veux dire que je ne sais pas parce qu'on était politique que, donc on continue à dire, et que de surcroît, je ne vais pas vous dire j'ai eu un cancer comme en rhume. Ah puis tiens, lui, il a attrapé une lumbago. Donc non, c'est absolument hors de propos. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on avait dit un label Monsieur Michu, mais maintenant je vous en propose un autre qui est de la cosmétique gluante. Et donc là, on a trouvé comme illustration les montres molles
d'Ali et tristement, je veux dire, le dégoulinant, plein de bons sentiments et faites ce qu'on dit et autre chose. C'est-à-dire que là, ce qui m'a incité à ça, pardon, mais je pense que vous avez tous dans vos familles des gens qui sont ou ont été en EHPAD et donc la façon dont ils ont parfois été traités. Et quand on voit les discours dégoulinants ensuite, donc ça, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, pour fâcher personne, je vous en ai pris un là qui est en matière de marketing, mais qui dit bien exactement. Donc, les consommateurs français veulent plus de local, plus de bio, plus d'éthique, plus de digital. Et comme ça, c'est partout. Et maintenant, on a ces 4 catéchismes qu'on trouve appliqués globalement partout. Et donc, voilà. Alors, il y a ceux qui sautent sur l'occasion pour créer des produits. Donc là, vous avez les objets stérilisants, les e-caresses dans le nouveau design là-dedans. Vous avez, alors bien entendu, toutes les prosternations sur la résilience couplées à l'innovation égale ce qu'il faut. Alors, quant au leadership, alors là, on trouve quand même là du particulièrement gluant. Là, je vous ai mis la tribune, mais vous avez Forbes, ce qui est pas mal non plus. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai un article de la BBC sur. On verra si tu es d'accord là-dessus. Je trouvais que c'était intéressant parce que l'optique, c'est de dire maintenant, on a plus besoin de gens qui font que de gens qui discourent et de gens qui savent structurer les jobs, et c'est plus les mêmes profils. Donc ça, c'est pas mal l'article de la BBC. En revanche, le World Economic Forum cherche sur tout ce qui est bien, et donc forcément, là, je ne vais pas faire de l'antiféminisme, mais forcément les femmes dirigent mieux ce genre de trucs, donc d'accord. Même McKinsey, que j'aime bien, là, rameute notamment ses clients, je pense, pour dire à quel point le facteur humain et l'humain est absolument essentiel à maintenant. Et alors, sur les médias d'info de type pro, là, cette fois-ci, ceux qu'on regarde et que d'habitude on regarde en pensant qu'on va trouver des choses. Voilà. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas raciste, il y a à gauche les trucs de RH et à droite, les trucs d'ingénieurs. Donc, si vous regardez la revue personnelle, alors je veux dire là, on est vraiment dans le summum du gluant. C'est-à-dire que c'est l'auto-promo plus les bons sentiments, et voilà. Et c'est que ça. Et alors, je dois dire que la Jaune et la Rouge, qui est la revue Polytechnique, et je suis désolé pour mon cher président et pour d'autres, a renouvelé sa maquette. Alors, comme effectivement, c'est un peu plus mouvant que la moyenne prévue par le règlement, c'est pas mal. Mais quand même, le dégoulinant est aussi, au fond, là-dedans. Et oui, c'est vraiment dommage parce que ça obère de fond la crédibilité des trucs. Et on a eu un exemple comme ça. Alors, pardon, je vous ai mis une croix dessus parce qu'ils sont morts. C'était Préventic. Donc, Préventic que vous avez dû connaître peut-être dans des vies antérieures et qui était un. Enfin, vraiment, Saillant, il était ce qu'il était, hein, Hubert Saillant, mais en gros, c'était vraiment une tenue, un truc d'excellente tenue intellectuelle. Ça a été repris après par, alors pardon, c'est nos amis, mais quand même, vendre des salons et dire, je une revue, je suis désolé, c'est pas pareil, par Communica, qui l'a transformé en comme ça, c'est-à-dire du complètement cosmétique. Alors, on était avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, le général Vernoux, qui est une espèce de général assez marrant, puisqu'il était à la fin l'ancien de la LCR, donc de la Ligue communiste révolutionnaire, en même temps ingénieur des mines, et en même temps général de je ne sais quoi, et donc en charge du GB. Donc c'était un vrai marrant, il nous avait mis là, lui a commencé par claquer la porte avant moi, c'est-à-dire qu'en gros, on ne pouvait pas conseiller ce type de truc, moi non plus, et on est parti, parce que franchement, c'était n'importe quoi là-dedans. Il avait trouvé le vocable très méchant, de dire, ouais, c'est bien, ça ressemble à enfin, en gros, ce qu'on feuillette dans un cabinet de dentiste ou de RH, effectivement. Et malheureusement, là, il y aurait vraiment à penser là-dessus, c'est que je trouve qu'on retrouve dans ces trucs-là les sursauts qu'on avait eus. Alors, pour certains, vous deviez être en barboteuse à ce moment-là, mais dans les années 80-90, quand on a découvert la com. Et alors, donc là, et là ça tombe là-dessus. Alors, on n'en a pas le privilège. Donc même l'Eurofound, dont vous savez, j'adore, et je pensais, puisqu'ils nous l'avaient annoncé, qu'ils auraient leur deuxième forum, qui était très très bien, d'une étude européenne justement sur les perceptions des salariés. Et ben non, on a droit à un panégyrique de la présidente de la commission, voilà. Et le World Economic Forum, qui par ailleurs fait des trucs intéressants, nous sort quand même il faut galvaniser le business, protéger les gens, enfin bon, on a le droit aussi au gluant de ce côté-là.
L'autre truc qui est important, et pardon, je vous mets, je ne sais pas si vous l'aviez vu, on l'a vu pas mal à la télé, un type qui est pas vert, je ne sais plus s'il était, non, il est à Cochin, il était à Bichamion, c'est à Cochin, qui s'appelle Jean-Daniel Chiche, et donc qui était à la tête des services de réanimation bon. Et ça, je vous en montre les deux, c'est-à-dire que celui qui est en haut à gauche, c'est interview qui donnait, d'ailleurs, avec une fondation qu'il a montée qui est vachement bien, qui s'appelle 101, avec la BPI. Je vous ai mis le lien, si vous avez le temps, allez écouter ce truc. C'est mal cadré, je veux dire, techniquement, c'est pas chouette, et pourtant, c'est les moyens de la BPI. Mais c'est intéressant. Et là, c'est l'annonce en septembre 2020, donc alors qu'on l'a vu au front tout cet été, il vient de partir à Lausanne, donc quitter la PHP, il était prof à l'INSERM, il faut savoir pourquoi, on ne dit pas. Et donc là, vous aurez aussi, là c'est aussi, on le montrera, Christine, Simon, je ne sais pas si tu es en bout de ligne, si vous êtes en bout de ligne ou pas, mais on le montrera le 15 octobre. C'est une interview qui était voilà, qui était le 6 avril, et où il parle de ses soignants, et donc c'était le gros de la mortalité, je veux dire, en gros, là-dedans. Et il est devenu, alors, pour dire, moi je l'avais rencontré, et il est aussi spécialiste, pour ça qu'il nous intéressait, des data. C'est-à-dire que c'est un type qui était intervenu dans la grande sauterie du Health Data Hub en novembre dernier sur l'utilisation des data, et il dit des trucs là-dedans qui sont tout à fait remarquables. Et il a complètement blanchi en 3 mois. Je vous en donne ça parce que il est l'un des rares à mettre les pieds dans le plat. Ça, c'était en juillet. Et donc, il dit dans l'hétérogénéité des pratiques est réelle. Alors, bien sûr, on ne parle pas de la France parce qu'en France, c'est tout bien. Mais quand on regarde aux États-Unis, et donc, vous voyez là, le visuel là, qui est le plus gros à droite, il montre, en gros, ça vous montre les différences, je dirais, de mortalité, disons les choses, entre les 10% des hôpitaux théoriquement les plus performants et les 10% les lents. En ce qui concerne la mortalité par infarctus, le delta, c'est 2,3, 2 fois 2. Les infections de cathéter, c'est 18,3. Et les escarres, voilà. Et donc, il n'y a théoriquement pas le même type de truc. Et je l'ai mis à côté. Donc là, c'est Alain, tu m'expliques parce que c'est un petit nuage de points et je ne suis pas trop capable de lire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que sur le Covid, il n'y a tristement pas de raison que les choses soient différentes. Voilà, donc je passe à lui, on va garder, enfin, on lui a mis un petit mot, on va garder le contact, il est en Suisse, on avait envie de regarder aussi ce qu'était le modèle suisse en matière de santé et de santé-travail, et il sera toujours dans les data, il dit des trucs dans le fameux interview que je vous ai donné là, sur YouTube avec la BPI qui est très bien, voilà. Autre truc à garder, qui est intéressant, j'ai à regarder, qui est intéressant, je dirais presque autant par symptôme que par contenu, parce que le contenu, je ne suis pas très sûr, c'est ce que fait le World Forum. Le World Forum a monté, alors comme tout le monde, une plateforme Covid pour dire ce qu'il y a dedans, mais il a surtout monté un truc qu'ils appellent le Great Reset. Et en gros, autour de ça, il monte vraiment une série de plateformes sur tous les points qui sont globalement importants. En sortant aussi, pardon, là, dans The Great Reset, c'était un truc, j'ai entendu, c'était un Saoudi, alors oui, il faut aller chercher les trucs, un Saoudi qui fait intervenir là-dedans, et qui sort ça de je ne sais plus trop quel truc, mais enfin bon, apparemment, hein, c'est de regarder quels sont, de comparer les budgets accordés par les pays au plan de relance budgétaire, donc qui n'est pas post, mais qui est in-Covid et autres. Et où vous voyez, donc je vous ai signalé la France, là, qui est en gros un tout petit peu au-dessus de la moyenne européenne, donc avec 5% du PIB. Le Japon, en revanche, regardez à quel point ils investissent de ce côté-là par rapport, alors l'Arabie Saoudite est à 3, la Russie idem, et donc il y a une énorme disparité selon les pays dans les masses d'investissement là-dessus. Alors, ils ont des trucs, oui, regardez parce que c'est méthodologiquement intéressant, même si je ne suis pas sûr de la qualité de contenu, encore une fois, pour tous les liens qui peuvent être les leurs là-dessus. Mais donc, ils regardent tout ce qui est les lignes du futur et du business du futur, et donc, ils créent, et ils appellent d'ailleurs, à faire des plateformes sur des trucs tout à fait différents. Là, je vous en ai mis les différents points. Donc, le futur de l'urbanisme, des cités, de la mobilité, voilà. Je vous ai mis au hasard, mais pas que au hasard, parce que je trouve que c'est symptomatique du reste, le truc sur les médias. Et donc, ils font une focale sur les médias, les journaux et autres, aussi sur la mobilité.
Et donc disent voilà, quels sont les défis autour de ça. Alors je ne sais pas si Jérôme est en bout de ligne, mais en gros là ils ont dû passer un accord et l'approche est intelligente avec Accenture pour dire bah voilà en gros ce qu'il y a là-dedans et ce que sont les 6 défis majeurs auxquels à la fois de contenu et de business model et puis du fait qu'il va y avoir des perdants, il faudra répondre. Et je vous ai mis en dessous à mettre en relation avec ce que dit la Pew, que je vous ai mis globalement derrière. Alors, pardon de vous ramener ma Pew, vous savez, cette espèce d'énorme charity, hein, je veux dire, ils ont quand même, je ne sais plus combien, 6 ou 8 milliards de budget annuel pour faire des études, et ils sortent vraiment des trucs qui sont bien, et qui est une étude d'1 an qu'ils ont fait auprès des Américains. Donc c'est uniquement sur l'Amérique pour regarder l'évolution de leurs attitudes par rapport à tous ceux qui sont les supports d'information, les supports, et donc sur lesquels on voit comme partout une défiance qui est tout à fait importante, mais en même temps des points qui sont à dire que cette défiance en soi, c'est intéressant, cette défiance en soi est saine et considérée par les gens comme saine pour justement pas être tributaire de ça. Donc vous lirez, celui-là vaut le coup. Dans les autres sources à regarder, il y a Gallup, donc là cette fois-ci qui est plutôt sur les leaderships nationaux, c'est-à-dire dans des gens qui sont à la tête du pays, et donc pourquoi l'Allemagne finalement marche là-dessus. D'autres trucs que je n'ai pas trouvé en France ni en Europe sur ce que sont les préoccupations des salariés avec le Covid et donc on avait vu ça à l'Eurofound d'été dernier, mais ils n'ont pas mis là-dessus. La peur de la centrifugation là-dessus. Donc vous avez plein de choses là, vous regarderez hein, aussi sur leur sentiment de sécurité ou pas dans leur job. Et donc on voit qu'on est retourné, on a perdu 20 ans en gros avec cette crise, on est retourné en gros à l'état un peu de trouille et d'anxiété d'il y a des années 2000. Une autre étude qui est aussi intéressante et je vous l'ai mis parce que ça peut paraître étonnant, on a toujours l'impression qu'on a un corps social, je dirais américain, qui est ultra-libéral et un peu pas favorable aux syndicats. Et ben, je dirais qu'en gros, apparemment, on a quand même en fond 65% d'une population qui porte ces syndicats. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même chose en France. D'autres trucs, là, Martine, tu te les donnes justement sur tout ce qui est le remote, hein, sur le télétravail, et puis la relation avec la culture. Alors, là, c'est un mix de on veut vendre des trucs, donc on ne sait pas. Très bonne étude aussi de la CES sur les premiers de tranchées, comme dirait l'autre. Et puis la Pew fait encore un truc qui est bien intéressant sur, on le regarde aussi tous les ans ou tous les 3 ans comme ça, sur les craintes. Qu'est-ce qu'on craint, voilà. Et donc il le compare par pays. Quelles sont les analyses, enfin la perception des risques là-dessus. Et il y avait dans le temps, alors je ne sais plus s'ils ont continué, mais du temps de Repulsar, ça marchait à l'IRSN, un excellent baromètre là-dessus. Tu vois où il en est. Et donc là, vous l'avez à la fois classé par item, donc vous verrez, donc on a en tête le climat quand même, le climat et les risques de pandémie et le terrorisme. Et puis après, vous le regarderez par le détail là, et puis vous aurez l'étude complète si ça vous plaît, par pays, ce qui est craint. Et donc, ce que sont les différentes approches culturelles, là aussi, avec qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le moins fort, qu'est-ce qui vient en second. C'est intéressant, et notamment la crainte croissante de la crise économique. Là, maintenant, c'est un truc qui date de... Bon. Et donc, ça, c'est ce qui ressort. Donc là, c'est une crainte qui maintenant est en train de monter de plus en plus autour de ça. Alors, sur le leadership, on recommence à avoir des trucs. Force Business fait un truc qui était pas mal, puisque eux célébraient, si on peut dire, le 11 septembre, et donc sur la comparaison entre les leaders qui sont sortis du 11 septembre et ceux qui peuvent sortir de ce qui se passe globalement là maintenant. Et puis, alors quand même, de temps en temps, un peu de respiration, et heureusement, il y a la revue MIT donc, qui est sortie, que vous aurez là au total, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Notamment voilà, ça par exemple c'est intéressant, c'est les investissements chinois de la nouvelle route de la soie chinoise dans les différents pays, et puis qui compare avec où est-ce qu'ils investissent par rapport à est-ce que ce sont des pays qui sont démocratiques ou pas en matière, et donc les incidences en matière d'intelligence artificielle. Vous regarderez ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est un truc qui est assez marrant, pour l'instant, qui est dans le fun ou le porno, on en parlait régulièrement, et qui sont les deepfakes.
Et à mon avis, donc là, alors ils font parler, ça va, donc vous voyez, Davius, de la Joconde à tout un tas d'autres, à Churchill et autres, et la façon dont elle les anime et dont on a des plateformes maintenant pour faire les choses ça. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que donc, personne, bref, ne parle là encore, c'est que ce qui peut arriver en matière d'expertise, c'est-à-dire que moi, je peux là faire parler Pierre, je vais aller traficoter un peu sur leur site là pour lui faire dire tout un tas de trucs sur la PHP ou Dominique sur, globalement sur le bruit. Alors ça, je vous ai mis un gros point vert. Vous l'aurez dans la revue de presse et autrement. C'est vraiment à lire, c'est génial. C'est une analyse, alors purement factuelle. En plus, la photo est très très belle de la désindustrialisation aux États-Unis. Et en fait, ils analysent. Donc ça part de gens qui font des tests de masse et donc d'un seul coup, parce qu'ils se sont retrouvés comme nous, pénurie totale d'industrie textile, de trucs là-dessus. Ça part comme ça. Ils analysent aussi, et c'est tout à fait intéressant, un type qui est un ancien ingénieur, j'allais dire genre des métiers d'une grosse entreprise là, qui a forcément été cassé, et qui, en gros, a monté une espèce de case virtuelle d'usine. Donc qui tient un répertoire absolument incroyable. Donc ça, vraiment, ça vaut le coup, lisez-le. Ça, c'est pour toi, c'est assez marrant, c'est l'un des manques liés au télétravail et qui est, paraît-il, le manque de bruit. Et donc, vous avez des plateformes, donc le bruit, les bruits familiers du bureau, de la photocopieuse, de machin. Et l'article est assez marrant, c'est tous ces bruits qui manquent, et donc vous avez des plateformes qui créent du bruit et qui vous envoient des bruits qui vous permettent de recréer. Donc c'est assez rigolo hein, sur les indices là-dessus. Ça, c'est un new washing, quelque chose. Après le green washing, après le social washing, il y a le participation washing. Aussi, c'est assez marrant. Et un truc sur, voilà, est-ce que vous vous sentez seul, les sentiments d'isolement. Et je terminerai par Le Monde d'hier et de ce matin sur les JO dont on méditait, vous vous souvenez, de faire quelque chose, moi éventuellement de faire quelque chose aussi avec l'ESSEC là-dessus, sur le pilotage finalement des supply chains là, et sur lequel on sent la grogne monter. Alors au début c'était sur la corruption, après c'était sur les risques, et maintenant c'est sur les dépenses somptuaires. Ce qui est symptomatique, rappelez-vous quand j'en avais parlé ou pas, c'était il y a un an à peu près, avant qu'il y ait les signatures de la charte sociale impulsées par notre ami Bernard Thibault là-dessus, et vous avez une tribune qui était seulement en Libération. Là, quand ça passe dans le Monde, je dirais que ça monte d'un cran, j'allais dire dans la crédibilité. Voilà. Donc ça, vous allez le retrouver là-dedans, et voilà, Martine, je crois, pardon hein, d'avoir été, j'espère que vous êtes, ils sont toujours là ou ils sont plus là, tu les vois? Ils sont partis là, les participants. On est là. Bon, alors ça va. Mais ils sont globalement là. Bon, et ben voilà. Donc je vais peut-être retirer mon truc, vu comment je fais, que personne ne